Madame, monsieur, bonsoir et puis bon après-midi. Bienvenue sur Regarde Afrique TV. Alors, vous êtes à l'émission Afrique au féminin. Nous sommes à la dernière, l'avant-dernière, peut-être la dernière émission du mois de janvier 2025. Nous avons commencé cette année avec de belles dames, n'est-ce pas, qui ont agrémenté tous les samedis. Aujourd'hui, nous recevons encore une autre dame qui viendra nous parler de son parcours et puis notamment de ses activités. Et puis peut-être essayer d'égayer un peu l'esprit entrepreneurial des jeunes femmes. Et également, il faudrait savoir que cette dame est auteure. Vous savez, les autrices aujourd'hui au Cameroun se confondent dans tous les domaines, c'est-à-dire chacune des femmes qui vient ici, peut-être le casting qui est fait, on retrouve beaucoup, à 80% de femmes auteurs qui viennent nous parler de leur parcours et peut-être aussi essayer de donner leurs respectives analyses sur leur vie et puis sur leur vécu. Alors aujourd'hui, on va recevoir une dame et pas des moindres qui est partie de rien, mais qui aujourd'hui essaie de s'épanouir, n'est-ce pas, dans ses activités. Merci déjà aux téléspectateurs de nous suivre, n'est-ce pas, chaque samedi. On est toujours là pour vous, on est là, n'est-ce pas, pour vous apporter un peu de joie et puis vous présenter, n'est-ce pas, cette petite lumière, cette talentueuse dame, n'est-ce pas, qui apporte un plus, n'est-ce pas, dans notre environnement. Alors sans plus tarder, nous allons présenter l'invité qui n'est autre que Madame Minala Mbida Berti. Alors bonjour Madame Minala et puis bienvenue sur Regarde Afrique TV. Bonjour Odile, merci. Ah, c'est un plaisir de vous recevoir. On sait que vous êtes auteur, entrepreneur, présidente fondatrice humanitaire. C'est Himalaya, c'est ça? Oui, Fondation Himalaya Cameroun. Ah, d'accord. Voilà, on va en parler durant toute l'émission. Alors, comment s'est passé, n'est-ce pas, votre arrivée ici à Regarde Afrique TV? Déjà, j'ai toujours cherché à rencontrer les membres, le personnel de Regarde Afrique TV, et c'était comme une aubaine. Il y a une semaine, Madame Élise qui me dit, bah, Bertie, écoute, tu as déjà un livre, je vais te mettre en contact avec Madame Odile Paye, qui, sans plus tarder, m'a appelé et m'a demandé si j'avais du temps pour passer à l'émission. Je n'ai dit pas, j'ai accepté. Voilà, nous sommes également ravis de vous avoir avec nous. Déjà, on ne nous a même pas dit bonne année. Hein. Merci, merci Odile. On espère que l'année commence bien chez vous. Ou un peu plus saturé, parce qu'il y a certains sujets qu'on a survolés l'année 2024. Il faut déjà les rattraper, les boucler. Comme le livre, par exemple, ça fait 1 an et demi que nous sommes dessus. Il est temps qu'on puisse passer à la dédicace. Voilà la dédicace du livre. Le livre qui s'intitule Pauvreté et ambition. C'est un livre autobiographique, il faut le rappeler. Oui, c'est un livre de développement personnel. Autobiographique, oui, parce que je voudrais qu'on ressente les émotions, ce que j'ai ressenti pendant tout le parcours, pendant cette petite vie qui m'a inspirée jusqu'à écrire le livre Pauvreté et ambition. C'est la raison pour laquelle je le situe dans la catégorie des livres autobiographiques. Parce que c'est assez significatif, il faut le rappeler, pauvreté et ambition. On a comme l'impression que ces deux phases, vous quittez d'une phase de pauvreté, d'ambition. C'est votre vie que vous racontez, les étapes que vous avez traversées, entre autres, ou bien c'est quoi? Oui, c'est vrai que je voudrais déjà souligner qu'on n'est pas... Certains m'ont dit, bah, écoute Bertie, tu ne peux pas te caractériser, te cataloguer comme une fille pauvre. Je leur ai dit, c'est vrai, Bertie a toujours eu de quoi manger. Je n'ai jamais manqué de quoi manger. C'est insulter mes parents. Oui. Mais lorsque je parle de pauvreté, je parle d'une pauvreté peut-être en termes de relation, une pauvreté relationnelle. D'accord. Parce que lorsque je retrace mon parcours après mes études secondaires et universitaires, je pense que si j'étais entourée peut-être de certaines personnes, si je connaissais certaines personnes, je n'allais tout simplement pas être entrepreneur aujourd'hui, auteur et présidente d'une fondation. On allait peut-être me situer dans la catégorie des fonctionnaires. Et voilà. Bon, on va y revenir sur votre ouvrage, mais avant ça, on va commencer par votre parcours. Parlez-nous un peu de votre parcours. Vous avez tout à l'heure évoqué vos parcours secondaires, c'est pas moi, universitaire entre autres. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans l'entrepreneuriat. Vous êtes chef d'entreprise, également président d'une fondation. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Bon, c'est une partie de ma vie que j'aime beaucoup plus évoquer. Bertie a commencé
ses études dans un petit village du Sud. Oui, j'ai eu mon CEP, bon c'était CEP, ouais. Je l'ai obtenu à l'école publique de Bidjong, dans le département du Dja-et-Lobo. Par la suite, je suis allée au lycée. C'était très compliqué parce qu'il y avait un peu trop je ne dirais pas de laisser aller, mais j'étais dans des clubs théâtre, beaucoup d'activités qui m'empêchaient de me concentrer. Ce qui m'a conduit dans un internat. Et à l'internat, j'ai très vite été frappée aux réalités de vivre, étudier, réfléchir sans toutefois recevoir des visites de ton père, de ta mère, parce qu'ils estimaient que bon, tu n'as pas besoin de nous, tu es bien encadré. Donc après mon obtention du baccalauréat, du baccalauréat à Car espagnol au collège Marie-Bernard, je suis entrée à l'université privée Scientou, où j'ai obtenu ma licence en management. Pendant ce temps, je faisais des stages, je déposais des dossiers, je me mettais à l'ARNP. Et puis tout d'un coup, quand je pars de l'ARNP, une dame qui m'a très bien encadrée, Madame Yumbi, elle était chargée des relations publiques, elle était à la CELCOM avec nous. Elle me dit, Bertie, essaie de réunir 10 jeunes filles. D'accord. 10 jeunes filles parce qu'elle était toujours à la quête de l'innovation. Elle me dit, mon directeur général sera là pour la fête du 1er mai et je veux sortir quelque chose de particulier. Essaie de me réunir 10 filles pour être hôtesse. Je lui dis, ok, j'ai réuni mes amis, j'ai créé un modèle et tout. Et ça a été un succès. Quelque temps après, elle nous a rappelé. Et on était au palais de congrès pour vraiment comprendre pourquoi Himalaya. On était au palais de congrès, il y avait des panélistes qui étaient en pause, je veux dire, qui me disent, Madame, pourquoi vos hôtesses sont autant grandes? Elles sont telles le mont Himalaya. J'ai dit oui, c'est parce qu'on veut toucher le sommet. Le même soir, j'ai changé de nom, j'ai dit Himalaya Hostesses Agency. D'accord. Beaucoup de gens savent que j'ai excellé dans ça, mais ça m'a un peu attiré des inimitiés parce que les femmes pensaient que tu étais toujours entourée de belles filles. Et j'ai changé le nom par la suite à Himalaya Event Serve. Vous voyez. Pendant ce temps, j'allais dans des entreprises, je travaillais, j'ai cherché à travailler. Le contrat était tout le temps revu. Il y avait toujours des renvois parce que je n'étais pas très concentrée. Je voulais beaucoup plus me concentrer sur mon activité. Et depuis 2019, l'entreprise Himalaya Events existe. Alors, en 2022, je me dis, je vais prélever 20% de chaque décoration pour avoir une association humanitaire. Donc, on m'a dit, non, il faut payer la dîme. Je n'ai rien contre la dîme. D'autres m'ont dit, Bertie, il faut faire des dons dans des églises. J'ai dit, je n'ai rien contre, je vais le faire, mais je vais prélever 20% pour donner aux nécessiteux. D'accord. C'est pour ça que j'ai donné le nom Fondation Himalaya Cameroun. On se comprend. Donc, par la suite, ça a tellement intrigué, beaucoup de gens m'ont appelé et jusqu'ici, depuis 2022 que la fondation existe, on n'a jamais reçu de subvention. Nous avons sollicité les bailleurs de fonds, des organismes internationaux. Bon, peut-être qu'ils estiment qu'on doit encore faire des preuves. C'est depuis 2019 que... 2022 que la fondation existe. Et 2019, mais tu es pressée, Madame Minala, tu es trop pressée quand même. Hein. Il faut beaucoup travailler. Vous savez, avant qu'on vous octroie des financements, je crois qu'il faut déjà prouver que vous êtes sur le terrain, que vous avez des activités, que vous aidez les jeunes. Il faut un actif beaucoup plus dans ce sens pour monter un bon dossier. Mais déjà, c'est une bonne chose que vous pensiez à l'humanitaire aujourd'hui, car vous savez, il faut lutter contre la pauvreté également, aider les jeunes à pouvoir s'en sortir et à s'autonomiser aussi, il faut le dire. Oui. Vous le faites aussi Parmi nos programmes, humanitaires, nous avons l'insertion de la jeune mère célibataire. D'accord. L'insertion socio-professionnelle de la jeune mère célibataire.
le cas de la région de Garoua-Boulaye, de la région de l'Est, de l'arrondissement de Garoua-Boulaye. D'accord. Ouais. Donc, on a, comment je peux dire, on a commencé le projet en 2023, mais il est tout le temps interrompu parce que des descentes, c'est la petite association qui se mobilise pour réunir des fonds pour faire des descentes. C'est la petite association qui essaye d'aller, parce que vous n'allez pas aller vous rencontrer les autorités et faire aller-retour. La région de l'Est est à des centaines de kilomètres de Yaoundé où nous vivons. Donc il faut préparer toute une équipe qui va faire une descente. Et tout le temps, on est confronté à des interruptions de tout genre. Voilà, on a un peu su ce que fait quel est le quotidien de Madame Minala. On sait également que vous faites dans l'entrepreneuriat. Vous êtes décoratrice, c'est ça? Oui, c'est une organisation événementielle. D'accord. Ouais. Ok. C'est une entreprise qui s'occupe de l'organisation événementielle, tout type d'événements. Oui, même si vous avez un colloque. D'accord. Nous commençons du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi Himalaya Event Salle. Yeah. Voilà. C'est une salle qui est à jour, légale, et qui fait ses preuves. Oui, d'ailleurs, on vous a appelé hier pour quelques renseignements. Vous aviez l'air très occupé. Oui. Je suis rentrée, il était pratiquement 20 heures, fatiguée. Parfois, vous arrivez, le client te dit, bah, écoute, est-ce que vous avez tel matériel, vous avez ceci. Et chaque fois, il faut innover. Et qu'est-ce qu'on fait? On travaille en partenariat avec des autres décorateurs, d'autres event planners. Qu'est-ce qu'on fait? Tu l'appelles, tu lui dis, bah, écoute, est-ce que tu peux me compléter ce matériel? Donc, c'est comme ça que ça se passe partout. Bah écoute, Himalaya, Event Planner, vous pouvez venir ici et même faire la communication ici à Regarde Afrique TV. Hein. Nos portes vous sont ouvertes. Alors avant de continuer, on va prendre ce petit instant, cette transition avec une petite vidéo qui vous est destinée, une petite surprise. Sans plus tarder avec le concours de la régie, on va voir un peu qui vous adresse cette vidéo. Bonjour le plateau, bonjour Odile, bonjour Bercy. Je suis sûre que tu es très surprise de me voir, mais j'ai tenu à te féliciter. J'aime ce que tu es devenu, j'aime ton parcours, j'aime ta résilience. Je crois qu'aujourd'hui, tu peux être dans la catégorie des femmes battantes. Tu es un exemple pour ta génération et je suis très contente du livre que tu as écrit. Toi-même, je précise, et je te souhaite de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et on se voit à la prochaine conférence des femmes battantes. Happy Woman bientôt. Du courage et be blessed. Alors, nous sommes de retour à l'émission Africo-Féminin avec notre invitée, Madame Minala Berti. Voilà, nous avons un retour de Madame Élise Biolay, qui est, n'est-ce pas, on peut dire votre marraine, qui vous a beaucoup aidé, qui dit qu'elle est très fière de ce que vous êtes aujourd'hui. Madame Élise a beaucoup œuvré dans ma vie. C'est une dame qui a beaucoup cru en moi. Je me rappelle en 2018, quand je partais de l'agence de régulation des marchés publics, RMP, elle m'a dit, Bertie, tu n'auras rien à envier ici. Tu reviendras ici, peut-être pour nous chercher et nous offrir, on ne sait pas, peut-être des voyages, peut-être. Elle me le disait, je disais, bah écoute, cette femme, qu'est-ce qu'elle raconte? J'aurais n'importe qui voudrait être derrière un bureau comme celui-ci. Donc, moi également, je lui dis merci. Si j'imagine qu'elle est scotchée, elle est en train Tout à fait. de nous lire, de nous regarder, elle nous écoute. Et je lui dis merci, qu'elle ne change jamais. D'accord. Alors, Madame Élise nous a fait savoir également qu'il y a, n'est-ce pas, un rassemblement, un regroupement de femmes à Douala pour une convention. Elle me dit dans le message, elle souhaiterait que vous soyez là. Oui. C'est vrai que on en a parlé et Happy Woman, c'est un réseau de femmes. C'est un réseau de femmes, je dirais un réseau de femmes qui s'entraident et qui essayent de partager leurs petits moments à travers leurs petites histoires, à travers un moment de détente. Mais
Par rapport à l'événement du premier à Douala, je lui ai dit, je serai là, je ne peux pas manquer. Parce que j'ai tellement envie de rencontrer, j'ai vu la reine, Madame la reine de Douala, Madame Belle, Madame Belle qui sera là. Christiane Otto. Christiane Otto, dont j'ai vu beaucoup de gens qui seront là. Et Odile également, qui tout à fait, bien entendu. Qui fait très bonne compagnie. D'accord, merci. Alors, nous allons continuer avec vous. Alors, votre livre « Pauvreté et ambition », où est-ce qu'il sera édité? Encore, je dirais, la pauvreté a eu de l'ambition. D'accord. Oui, parce que je n'ai pas voulu, sans toutefois vouloir dénigrer les éditeurs camerounais. Qui sont d'ailleurs très talentueux. Qui sont d'ailleurs très talentueux et très disponibles et disposés à m'accompagner. Mais j'ai voulu l'éditer en France. D'accord. En fait, je voudrais que le cran que j'ai soit un cran positif. Que ce ne soit pas du zèle. Que des jeunes me regardent et qui disent que tout le monde peut passer par là. Vous imaginez le livre d'une jeune fille qui vient de nulle part. Parce qu'on ne va pas le refuser. Je viens de nulle part. Je n'ai jamais eu un parent membre du gouvernement. Encore moins un frère. Mais se retrouver en train de dédicacer son livre à Paris, c'est quand même c'est quand même se sentir, comment je peux dire, c'est dire qu'on a été, c'est de l'ambition. Tout à fait. Ouais. Voilà, l'ambition, pauvreté, ambition. Tout à l'heure, vous avez évoqué le mindset. Qu'est-ce que vous expliquez dans ce livre? On s'attend à quoi quand on va ouvrir cet ouvrage? Il va parler de quoi exactement? C'est vrai qu'on ne vous demande pas forcément de tout nous raconter, mais quelle est l'idée principale au préalable? L'idée principale du livre Pauvreté et ambition, c'est en quelque sorte la résilience. La résilience, la détermination. Pour les femmes ou bien pour tout le monde? C'est vrai qu'il s'agit d'une jeune fille qui a été ambitieuse dans des conditions de précarité. Je dis n'importe quoi. Oui, dans des conditions de précarité. Je ne dis pas n'importe quoi. J'essaie de s'ancrer le livre dans des conditions de précarité. Mais le livre peut inspirer n'importe qui. Oui, parce que on a aussi des jeunes garçons, des jeunes hommes qui sont partis de zéro. Je salue par exemple Ndorbidi. Ah d'accord, oui. J'ai fréquenté avec Ndorbidi au collège adventiste. Trésor, nous là. Trésor, voilà. Qui aujourd'hui est populaire et star internationale. On l'invite même aux États-Unis pour des repas. Donc ce n'est pas un livre qui est essentiellement dédié aux femmes, mais par contre qui retrace le parcours d'une jeune fille qui était ambitieuse, même quand elle n'avait rien. Voilà, avec des péripéties que vous racontez également, vous évoquez surtout le découragement. Oui, il faudrait qu'on retienne quand même quelque chose de cet ouvrage. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet ouvrage? On retient de cet ouvrage déjà qu'il est réel. Bien entendu. On le dira, il est réel. C'est un livre réel qui retrace les histoires et les faits racontés avec un peu de comment dirais-je, étant donné que c'est un livre, on ne peut pas totalement le dire parce que les émotions racontées sont atténuées par les phrases, les expressions, les proses, les vers, les citations qu'on utilise dans le livre. Oh, vous êtes passionné, une féru de littérature, hein? Oui, c'était d'ailleurs, je suis sûre que mon professeur de littérature en français, on l'appelait Modzamba. Oui. S'il venait à voir l'émission, il m'a dit, j'ai toujours cru en elle. Ben voilà, que vous faites une dédicace déjà. Dites merci à monsieur Modzamba. Oui, je fais cette dédicace à monsieur Modzamba qui m'a tenu en terminale A4 espagnol et au docteur Mbede, mon professeur de philosophie, qui m'appelle même après 2 ans chaque fois parce que j'ai le même contact en me disant Bertie, je crois en toi. Il a même voulu que je puisse entrer à l'école normale. Il m'a recommandé fortement, mais je lui ai dit je suis un peu trop sentimentale pour éduquer, et je suis à la fois dure de caractère. Je ne voudrais pas être cette enseignante que les élèves détestent, peut-être parce qu'elle est dure de caractère,
mais qui va vouloir faire réussir tout le monde parce qu'elle estime que non, il ne faut pas que les parents aient à dépenser de l'argent pour rien. Vous êtes sentimentale, c'est ça? Oui. Ah, ben, des fois, c'est bon, c'est aussi mauvais. Pourquoi? Parce que des fois, il faut être dur avec certaines personnes, et surtout les jeunes enfants. L'éducation, ça prime. Hein? Avec mes enfants me disent souvent, maman, comment tu réunis les cadeaux pour les orphelins? Mais chez nous, ici, ce n'est qu'à Noël que tu nous donnes des cadeaux. Mais presque tous les week-ends, tu emballes les choses pour les orphelins parce que nous ne sommes pas orphelins. Je leur dis parce que vous avez ce qu'ils n'ont pas. Ouais, d'accord, voilà. Nous avons donc notre invité, philanthrope, hein, déjà. Merci. J'aimerais être un enfant pour recevoir également les cadeaux, n'est-ce pas, de Madame Minala. Alors, nous allons prendre encore une petite pause. Est-ce que vous aimez faire la cuisine? La cuisine, oui. J'aimais beaucoup plus faire la cuisine il y a 5 ans. Vous avez arrêté? Oui, parce que c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Chaque repas a ses ingrédients. Et pour moi, j'estime qu'on ne devrait pas en faire si on n'en a pas. Alors, s'il faut aller au marché, chercher des ingrédients, partir de Oja pour trouver les ingrédients en Bombi, ça me rend... Et qui vous fait la cuisine à la maison? Moi, parfois, et j'ai une dame de ménage. Ah, d'accord. Alors, on va prendre cette petite pause avec cette petite rubrique découverte culinaire. Alors, il s'appelle Duverneau, il est aux États-Unis, il adore la cuisine. D'ailleurs, il n'est même pas cuisinier, mais il est juste passionné de cuisine. Il a décidé de faire des petites vidéos qui sont devenues, n'est-ce pas, virales sur Internet. On va prendre, n'est-ce pas, cette recette de Duverneau et puis revenir avec notre invité. I went to beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright, strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Excellent. Quand on parle de cuisine, quand on parle de gastronomie, ça donne de l'eau à la bouche. Alors vous avez vu Monsieur Duverneau qui fait un peu du riz. C'est vrai qu'on peut dire les plats africains, on appelle souvent ça au Nigeria jollof rice. Jollof rice. On fait un peu de ce qu'on appelle le riz sauté, mais chez eux, ils mettent beaucoup plus d'huile, beaucoup plus d'ingrédients, beaucoup plus de tomates. Oui, voilà. Là, il a fait son jollof rice façon américaine. Je sais pas comment on appelle ça, mais bon. Ça semble bon, hein? Oui, c'était l'air. Ça avait l'air. J'aurais voulu lui demander la recette un peu plus tard. Bon, il est aux États-Unis. Hein. Écoute, tu fais un voyage, tu vas le trouver. Bon. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai que vous, au début de l'émission, vous avez dit j'aime pas trop parler de politique, mais aujourd'hui, nous sommes en 2025, une année cruciale pour le Cameroun, notamment avec l'élection présidentielle et l'élection régionale. Est-ce que vous vous êtes inscrite sur les listes électorales? Oui. Je suis inscrite, j'attends juste ma carte d'électeur. Comme je l'ai dit, la politique vraiment a ses... Comment je peux dire? Il a ses spécialistes qui devraient parler. C'est une affaire qui concerne tout le monde parce que le président est élu par tous. Mais dans mon comment je peux dire... en ce qui me concerne... Oui. J'essaie de ne pas beaucoup me prononcer. Pourquoi? Parce que, à force de trop parler politique, je vais me retrouver en train de penser que la lenteur ou bien certaines situations compliquées que je peux rencontrer, auxquelles je fais face dans le monde entrepreneurial, sont liées au système, ce qui n'est pas tout le temps le cas. D'accord. Parce qu'on a notre État qui met quand même tout à notre disposition. On a des journalistes qui peuvent nous permettre de parler aisément sans toutefois avoir peur d'être suivi ou bien sans toutefois
avoir peur d'une somme, d'une contrepartie. Donc, je dirais que l'État fait ce qu'il doit faire, mais ce qui concerne Bertie, excusez. Non, mais aujourd'hui, vous connaissez, tout à l'heure, on a évoqué Madame Françoise Pounet, quand vous étiez en train de regarder le générique, c'est une dame politique, mais qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des femmes en politique au Cameroun? Des femmes en politique au Cameroun? En politique, je dirais encore que c'est un monde qui... c'est une porte peut-être qui laisse... une porte qui permet de se retrouver dans des activités, parce qu'aucune femme qui fait de la politique ne vient de nulle part. On a vu Madame Foning qui était femme d'affaires. On a Madame Pounet, Françoise Pounet, qui est une femme d'affaires à la base. Donc je dirais que c'est la politique qui vient les aider. Elles ne vont pas vers la politique. Donc peut-être plus tard, puisque je suis entrepreneur, voilà. Ça arrive, ça vient déjà. Je pourrais m'intéresser. Ça vient déjà. Pour le moment, pour mieux parler politique plus tard, il faut que je puisse avoir des bases solides sur l'entrepreneuriat, sur mes activités. Mais vous aurez quand même voté en 2025? Si, c'est un devoir. Oui, je vais le faire. Voilà, nous avons une bonne citoyenne camerounaise, n'est-ce pas? C'est un devoir citoyen. Alors, on va parler ici du Made in Cameroun. Vous savez que le Made in Cameroun est très couru actuellement, depuis il y a 2-3 ans. C'est, n'est-ce pas, cette phase qui est en train d'être amorcée, notamment par l'administration camerounaise et puis le chef de l'État qui le prononce toujours, même d'ici quelques jours à la fête nationale, à la fête de la jeunesse, je pense qu'il va toujours évoquer ce volet. Alors, que pensez-vous aujourd'hui de l'expansion du Made in Cameroun dans tout le Cameroun, et puis également des entrepreneurs comme vous qui y travaillez? Certes, il y a certaines difficultés, mais aujourd'hui, le gouvernement camerounais s'est penché là-dessus, et même africain, valoriser la production locale qui devient une priorité ici en Afrique et au Cameroun. Bon, je pense que ce qui concerne la production locale, pour moi, je le dirais avec un peu plus de précision, puisque j'ai un produit purement camerounais, mais que j'ai peut-être bâti, Noix d'Afrique Cosmétique. Je vous ai parlé de ça. Noix d'Afrique Cosmétique, cette petite entreprise de cosmétiques africaine pour valoriser la peau noire. Ah, d'accord. Oui, c'est un produit en 2025, vers la fin de 2025, vous l'aurez sur le marché. D'accord. Dans le salon de toilette, vraiment pour peau noire, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des carnations. Oui. Il y a plusieurs carnations noires. Il n'y a pas que du noir foncé, il y a aussi du noir nude, qui généralement est confondu à des filles claires. On a dit qu'elle est claire pourtant, et les noirs. Et il faut qu'on se démarque du noir américain. On a tendance à croire que lorsqu'on parle du Cameroun, c'est là le noir devient propre. Oui. Mais ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on n'utilise pas la carnation exacte qu'il faut pour nos teints. Donc, valoriser les produits locaux, pour moi, va permettre aux Africains d'avoir leur touche de personnification, si je dois le dire. Va permettre aux Africains de se démarquer et d'essayer de... Cela jouera aussi un peu plus sur comment je peux dire ça, excusez, hein, oui, allez-y. Les mots peuvent m'échapper. Cela permettra aussi de ne pas trop exploiter, faire de l'exploitation. Ah, d'exploiter, de ne pas trop importer les produits. Des produits voilà, à l'international. Voilà, aujourd'hui on parle, n'est-ce pas, du Made in Cameroun, on a beaucoup plus, c'est vrai que le terme utilisé souvent par certaines personnes, l'import-substitution, c'est-à-dire faire monter le flux économique des produits africains, n'est-ce pas, dans le marché mondial. Alors aujourd'hui, vous avez par exemple un produit que vous allez mettre sur le marché. Est-ce que vous pensez que d'ici quelques années, vous pourrez le vendre dans plusieurs pays africains, notamment la sous-région Afrique centrale? Oui, je pense que je pourrais le vendre déjà ici au Cameroun. Parce que il sera question de redorer. Bon, je ne vais pas dire redorer le blason, parce que l'image la peau noire n'a jamais été ternie, mais il faudra que les gens, les jeunes filles noires de peau puissent savoir qu'elles ont déjà un don. Les créer noirs,
c'est un don, c'est un cret de beauté assez rare. C'est un cret de beauté assez particulier. Donc, je pense que je pourrais vendre mon produit ici parce que, et je ne voudrais pas le positionner qu'il soit accessible à tout le monde. Ah, d'accord. Ce que j'aimerais faire, c'est vraiment le vendre auprès de ceux-là qui aiment la peau noire. D'accord. Si tu te retrouves en train d'utiliser un lait avec de l'hygroquinone et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, donc vous êtes d'accord avec certaines personnes qui disent que ces femmes qui des fois changent de peau, se décapent, sont un peu perturbées mentalement? Je me dis que c'est un complexe. Ah, d'accord. Oui, c'est un complexe qu'il faut tuer. Parce que lorsqu'elles vont voir leur sœur utiliser des produits cosmétiques essentiellement noirs, oui, et leur teint être raffiné, un noir raffiné, soft, je pense qu'on les ramènerait. Donc c'est une campagne que vous voulez mener? Bon, déjà pour moi, je veux le mettre parce que je veux valoriser ma peau. Oui. On me l'a toujours dit, Bertie, tu as un très beau teint. Oui. Pourtant, je vais vous dire, c'est que j'ai utilisé pendant 2 ans, quand je lançais mes activités et que je n'avais pas d'argent. Je prenais l'arachide du village. D'accord. Je faisais comme une sorte de pâte. Je recueillais de l'huile. Ah, l'huile d'arachide, d'accord. L'huile d'arachide, et je mettais sur ma peau. Ça me coûtait 1500 francs. Ah, d'accord. Et les résultats étaient... Voilà, aujourd'hui. On va dire qu'il y a un peu de make-up, mais sinon, vous voyez l'uniformité du teint. D'accord. Alors, voilà, justement, qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes, n'est-ce pas, qui peut-être disent que... Bon, certaines, quand vous essayez de faire le ratio sur le rendu de certaines femmes, elles vous disent, si nous, on change de couleur de peau, c'est parce que les hommes préfèrent les femmes plus claires. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? C'est pour ça qu'il faut des femmes de poigne. Oui. On ne va pas ancrer dans un affront avec des hommes. Mais un homme qui t'amène à changer ta peau, oui, excuse-moi, c'est un homme qui veut cette femme qu'il a perdue à ses côtés et voit juste peut-être autre chose que tu as, que c'est que cette fille qu'il a perdue. Je prends un exemple. oui. Si un monsieur avait une femme potelée, mais avec un teint clair et tombe sur une femme potelée avec un teint noir, ça veut dire qu'il veut garder celle qu'il a perdue. Sinon, aucun homme normal ne devrait demander à une fille de changer de peau. Et puis, on ne devra même pas accuser les hommes. Certaines femmes aussi vont jusqu'à changer la peau parce qu'elles veulent plaire à l'homme de... Ouais. Bon, peut-être qu'il faudrait une campagne, comme vous le dites, avoir des femmes de poigne, un peu comme vous, et peut-être Élise et toutes ces femmes quand même qui travaillent, n'est-ce pas, pour que la femme noire puisse se sentir représentative, qu'elle ne perde pas leur identité, parce que c'est très important. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, peut-être vous avez évoqué le complexe. Quelque part, c'est peut-être également aussi le milieu de vie dans lequel elles vivent. Elles peut-être ne se sentent pas belles aussi. Bon, je ne dirais pas qu'elles ne se sentent pas belles. Parce que... Je me dis, elles ne le font pas pour rester à la maison. Elles le font pour plaire aux hommes. Oui. Oui. Et c'est la raison pour laquelle j'invite beaucoup de jeunes filles à se concentrer, à se recentrer sur leurs activités. Parce que lorsqu'une jeune fille arrive déjà à perdre la confiance en soi, tout en prenant des produits pour plaire à quelqu'un, on dirait encore des femmes indépendantes, des femmes entrepreneurs fortes et indépendantes, célibataires et tout ce qui va avec. Oui, mais c'est mieux que de perdre bien-être. Tout à fait. Et les raisons sont autant basiques que celles de... Les raisons sont tellement basiques que lorsque une femme décide de le faire, c'est parce qu'elle est en compétition avec une autre femme. Ah, d'accord. Parce que je douterais que c'est d'abord pour se sentir bien dans leur peau. Généralement, c'est... Mais il y a des femmes qui font aussi le bébé, elles disent que c'est pour se sentir bien aussi, non? Pour changer les formes. Les formes, oui. Ça, c'est encore un autre
couloir. Bon, on y reviendra une autre fois. Hein. Ce qui est sûr, c'est pas la dernière fois pour passer ici. Ouais. On va en reparler. La semaine de la journée de la femme, je vais organiser des émissions avec plusieurs femmes. On va essayer de voir si on peut en parler, essayer de voir un peu pourquoi certaines femmes, même des psychologues qui viendront, pourquoi certaines femmes se font faire des chirurgies pour changer le corps et puis à la fin, elles regrettent toujours. Oui, c'est pour ça que je disais, ça aussi, c'est une forme de féminicide. Parce que tuer la femme oralement, la mener à croire qu'elle n'est pas belle lorsqu'elle est mince, pour moi, c'est une forme de féminicide. Et ces hommes qui les encouragent, je dis encore, on ne va pas seulement encourager les hommes, on ne va pas seulement condamner les hommes. Il y a des femmes qui le font par envie. Elles le font par, comment je peux dire, par un esprit de compétition, de concurrence. Peut-être parce qu'elles ne sont pas beaucoup, parce qu'en général, certains, les hommes qu'elles recherchent, ne les désirent pas. Et elle se dit que celui-là, s'il désire comme tel, ça veut dire qu'il faut que je sois. C'est la raison pour laquelle je dis, s'occuper, c'est d'abord l'oisiveté. Il y a loi, parce que tu peux aller au travail chaque jour, mais tu n'as rien à faire. Oui. C'est des femmes oisives. Une femme qui va au boulot, fait 8 heures de boulot, n'a pas le temps de chercher des produits sur Internet. Effectivement. Tu peux aller au bureau, on te sonne, on sonne pour un produit, pour un document. Après, tu reviens t'asseoir, tu es sur TikTok, tu es sur ceci. Tu vois que celle qui a les formes, elle a ceci, elle a les likes, elle a les abonnés, elle a cela. Ça va t'amener à vouloir le faire. Mais une femme qui est occupée, qui a des objectifs à atteindre, ça veut dire quoi? En 2025, mon livre doit être publié et édité en 2025. En 2025, la Fondation... Voilà. En 2025, Travel 237, Noix d'Afrique Cosmétique, qui sont mes entreprises, doivent avoir des bureaux spécifiques et définis dans la ville de Yaoundé et peut-être à Douala. Donc vraiment, parfois on me dit, Bertie, tu as pris un peu de kilos. C'est parce que je n'ai pas le temps de constater. Je mange tard quand je rentre et je me réveille tôt. Donc je mange à je ne suis pas mon alimentation. C'est la raison pour laquelle je dis, celles-là qui le font, les filles qui vivent ce type de complexe, c'est parce qu'elles sont véritablement préoccupées, je le dirais. Voilà, on va encore faire une petite pause avec, n'est-ce pas, cet instant humour, le temps de rigoler un peu. On sait que vous aimez bien l'humour, n'est-ce pas? Oui. Ah, vous connaissez Marcel Coetier? Bien sûr. Elle a créé, n'est-ce pas, un nouveau concept Poupier officiel où, n'est-ce pas, elle vend ses oranges. Voilà. Nous allons donc prendre ces quelques minutes et puis revenir sur le plateau avec notre invité. Orange! Maman Nangani. Seigneur Jésus, merci pour tes merveilles. Rono. You only you wakako. Okay. I got the advice from a madman. You like what you see? God have mercy upon us. Hey, je pars comme ça, pourtant depuis le matin je n'ai pas mangé. Voilà la nourriture que je laisse. Et en plus le compte. It's down home. Oh, I'm not too much. Time David work she dad. Yeah! 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 Ami Orange. Ami Orange. Jesus. Quand tu donnes ta vie d'or, tu vends pas, les autres 200 pardon. Papa, blood of Jesus. Tu veux me réveiller comme ça, c'est qu'il faisait qu'un rêve. Tu sais qu'il était où? Quand vous voyez les gens dormir, il faut souvent laisser, c'est quoi? Tu ne vas pas besoin. Je ne te vends pas. Et pour 200. Tu m'aurais 200 quoi, je ne te vends pas. Et qui est?
Tu es dans mon rêve, j'avais l'argent, j'avais la nourriture. Toi, tu viens, tu me revends maintenant pour les soins de 200. Tu sais combien il est touché, hein? Tu sais combien il est touché dans le rêve là? Et tu viens me revenir net au moment où il veut manger le bon diable. Ne m'énerve pas. Et tu ne te vends pas, c'est ma marchandise, non? Je ne te vends pas. Désolé quoi, tu sais combien je comptais dans le rêve là? J'avais l'argent dedans. Pourquoi se m'énerver les gens? Merde. Donc c'était vraiment le rêve, papa. Merde. Le gars m'a réveillé, pourquoi? Ah. You be mumu, you call other people mumu. Alors, on vient de vivre cet instant avec Marcel Kouetché, n'est-ce pas, qui aujourd'hui même d'ailleurs à Douala organise un casting pour une nouvelle production. Je crois que c'est un long métrage avec, je crois, Thierry Tamak, avec également Kankintus, et puis il y a, je crois, la femme anglophone qui est sur Netflix, là, la Camerounaise anglophone qui est sur Netflix. Bon, bref, on va trouver son nom une autre fois. Voilà, il faut encourager ces femmes, ces jeunes femmes entrepreneurs qui aujourd'hui, malgré qu'elles font du cinéma, aujourd'hui se démarquent un peu par leur volet aussi entrepreneurial. Hein. Je crois, Marcel, que tu as vendu du thé, vendu des trucs pour les femmes, voilà. C'est déjà ça quand même, de voir aujourd'hui des femmes camerounaises. Et je pense qu'elle a également une maison de production. Oui, MC Production. Bon, sans publicité, elle ne nous a pas payé quand même. Hein. Voilà, aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez évoqué les féminicides. C'est un cas sur lequel je travaille. J'en parle à toutes les femmes qui participent. Le cas de féminicide qu'on retrouve au Cameroun de l'année dernière, je crois que c'est 81 cas. L'année 2024, je crois qu'on en était déjà à près de 50 cas de féminicide. Alors, selon vous, pourquoi on retrouve autant de cas de féminicide et pourquoi aujourd'hui l'alerte, certes, elle est donnée, mais on ne va pas dire qu'on va complètement éradiquer. Les femmes continuent toujours à se taire, ne pas dénoncer, la peur de l'autre, de ce qu'on, qu'en dira-t-on, la famille, la culture. Selon vous, qu'est-ce qui fait que ça continue autant dans toutes les 10 régions du pays? Je dirais c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Ouais, c'est l'amour que la femme porte dans son cœur. Parce que vous verrez la plupart des femmes victimes de féminicide, comme je l'ai dit, pas essentiellement dans son thème étymologique. Même lorsqu'on parle de féminicide moral, je dirais c'est de l'amour. Parce qu'une femme se retrouve en train de vivre certaines choses, accepte, pardonne, au nom de l'amour, envers son conjoint, envers son frère, envers son voisin, envers le papa de ses enfants. Elle accepte, pourquoi? Parce que elle a des petits-enfants qu'elle voudrait voir grandir et plus tard, ça devient très compliqué pour elle. Oui. Donc, je dirais, sans toutefois vouloir, puisque le temps ne tient pas, sans toutefois vouloir épiloguer longuement dessus, je dirais que c'est un véritable, ce qui a lieu de faire dans, dans ce cas, il faut conscientiser les jeunes filles, conscientiser les jeunes femmes, leur faire comprendre ce qu'elles valent. Parce que elles se retrouvent dans des endroits où elles sont tuées physiquement. Elles se retrouvent également dans des endroits où leurs talents sont tués. À ce moment, je parle de féminicide également. Parce qu'une jeune fille qui perd sa confiance en elle, parce qu'elle est peut-être repudiée, elle est peut-être abandonnée, par le père de ses enfants, pour moi, c'est une forme de féminicide. Mais, s'il y a un mot à dire aujourd'hui par rapport à ce fait, il faut des colloques, il faut des conférences, des séminaires, des associations. Pourquoi pas aller dans des associations, dans des établissements même scolaires, pourquoi pas? C'est pour ça que je dis, ça doit commencer dès le bas âge. Je dirais qu'il faut il faut enseigner la jeune fille, quand elle est toute petite, à se défendre. Et il faut, par la suite, lui dire ce qu'elle vaut. Et par la suite, lui dire, malgré cela,
dois être sous l'emprise, bon pas l'emprise, sous la soumission d'un homme. Mais lorsque les croix ne sont pas réunies, on aura des jeunes filles qui vont se retrouver dans des situations. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez parlé de 81 cas en 2023, oui. En 2023 et 80. Plus près de 50 en 2024. Près de 50 en 2024. Donc moi je dirais, il faut qu'on aille, comme vous avez dit, dans des établissements. Il faut des colloques, il faut des séminaires, il faut des salons d'apprentissage et des conférences avec des thèmes beaucoup plus précis pour essayer d'édifier la jeune fille. Et surtout, essayer de revoir cela avec des organismes tels que l'ONU Femmes pour essayer d'éradiquer le problème à la base. À la base, parce qu'avant, on se disait que c'est des jeunes filles qui sont des jeunes filles pauvres qui sont victimes de féminicides. Mais on se rend compte qu'il y en a même qui subissent des familles aisées qui subissent ça en silence. Donc, le véritable problème, la véritable question est-ce que les autorités compétentes, les organismes et les services publics jouent réellement leur rôle pour essayer de stopper? C'est la raison pour laquelle je dis c'est un travail qui doit être fait et c'est un problème qu'il faut beaucoup plus prendre au sérieux. D'accord, c'est vrai que nous arrivons, le temps nous a imparti à la fin de cette émission. Mais avant de partir, on va parler de la Journée internationale des droits des femmes qui se célèbre chaque 8 mars. C'est vrai que nous approchons déjà de cette journée. Alors, que pensez-vous de cette journée? Parce que je peux dire, il y a déjà sur les réseaux sociaux, on a vu 2 pagnes déjà qui sont sorties. Oui, alors, ils sont très beaux. Depuis pratiquement... Est-ce qu'il faut toujours se limiter aux pagnes selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? On parle de droits des femmes. Moi, je dirais... Bon. Naturellement, on ne va pas dire qu'il faut se limiter au pain. Ce que je vais dire va sans doute blesser les femmes. Mais moi, je dirais c'est une journée où la femme doit se remettre en question. Voilà. Quel est son rôle dans la société? Parce que si, après le 9 mars, tu vis les mêmes choses que tu vivais le 6, le 7, le 2, le 3, le 1er mars, il y a problème. Voilà. Ça veut dire que tu as pris cette journée pour une journée de divertissement, de danse et de festivité. Il faut que la femme se pose la question à quoi elle sert dans la société. Oui. À ce niveau, cette journée, se retrouver, pour moi, cette journée aura plus de signification si on se retrouvait pour parler des problèmes qui accablent la femme. Les problèmes auxquels la femme les problèmes auxquels les femmes font face au quotidien. Donc pour moi, c'est une journée qui doit exister, mais d'une certaine manière. Sauf qu'au Cameroun, moi avec, je ne manque jamais, si je vais, on a essayé de la rendre journée de fête de la femme. La journée de fête de la femme. Pourtant, c'est une journée internationale des droits de la femme. C'est-à-dire, c'est ce jour que si tu as ton copain, ton compagnon à la maison, il doit savoir que, je vis avec quelqu'un. Quels sont ses besoins? Quelles sont ses attentes? Je pense qu'également, à ce niveau, il faut des colloques, des conférences. C'est organisé, mais la suite de ça, c'est quoi? C'est une journée de colloques et de conférences. Après, on se retrouve l'année prochaine. Il faudrait qu'il y ait quand même un impact peut-être dans... Le problème, c'est que les colloques sont organisés dans des ministères. Dans des ministères, voilà. Peu de colloques sont organisés dans des zones rurales. Vous imaginez si Odile décidait d'organiser dans mon village, s'asseoir avec des femmes. Dire aux femmes de mon village, derrière au bas là, voilà. D'accord. Dire aux femmes de mon village que le 8 mars n'est pas seulement pour danser. Que chaque femme exprime son besoin, ses problèmes. Qu'elle attende, que ce soit un moyen pour chaque femme d'attendre l'année qui vient pour dire ce qui la dérange. Et non attendre le 8 mars prochain pour faire un nouveau modèle, faire une coiffure,
arriver devant les gens. C'est des festivités, aller s'asseoir en association, prendre un verre, rentrer le lendemain, avoir la gueule de bois. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est encore là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne, pour que les femmes aujourd'hui ne pensent plus seulement au pagne? Aller vers toutes les femmes, moi je pense. C'est la raison pour laquelle dans l'un de nos programmes, de nos activités, parmi nos activités au sein de la Fondation Himalaya Cameroun, chaque mars, nous allons vers des femmes veuves. Oui. Nous allons vers des mères célibataires dans des zones rurales. Nous échangeons avec elles. Il y a des mères qui sont battues dans des zones rurales. Il y a des mères, je ne dis pas que ça n'existe pas dans des... Bien sûr, bien sûr. C'est une cause de mortalité même en Europe. Hein. Oui, les femmes mais elles ne savent pas que ce jour-là, certains nous disent que moi je suis prête à partir, à assister à une conférence, peut-être organisée par le ministère de la Femme. La promotion de la femme et de la famille. La promotion de la femme et de la famille, mais je ne suis même pas au courant. Donc on essaye pour permettre à toutes de mieux les communiquer, femmes de se retrouver dans ça, qu'on essaye comment dirais-je, qu'on essaye d'aller vers ces femmes. Je me rappelle le feu préfet du Foudi, M. Jean-Claude Tchila. Il avait instauré dans l'arrondissement dans son village, à Aubois, 8 mars pour toutes les femmes. Ça veut dire quoi? Il permettait à toutes les femmes de se retrouver. C'était certes un moment de joie, mais il écoutait les problèmes des femmes. Donc c'est des cérémonies, c'est des 8 mars pareils que nous voulons avoir. Qu'on sache que, oui, s'ils ne vont pas vers les femmes tout le temps, mais que chaque femme soit entendue le 8 mars. Que ce soit un moment pour chaque femme d'être écoutée. Elle sait que, voilà, je n'ai pas l'argent de transport pour aller peut-être dans les services départementaux, mais j'attends le 8 mars où je vais dire ce qui me dérange. Et que le 8 mars prochain, elles disent, j'avais dit ça l'année dernière, cette année, beaucoup de choses ont changé. Voilà, c'est vrai que nous avons dit au terme de cette émission. Ne vous inquiétez pas, vous reviendrez une autre fois. Et puis, on va organiser des sessions pour la célébration de la Journée internationale des droits des femmes sur un mois, n'est-ce pas, avec des thématiques bien régentées. Alors, avant de partir, dites-nous quelles sont vos activités, qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans les jours et les mois qui suivent avec votre association, également vos projets avec les conférences que vous organisez. Oui, nous avons déjà notre assemblée générale, comme chaque année, qui se tiendra en février. En février 2025, toute l'équipe sera là. C'est à ce moment qu'on va essayer de mieux peaufiner et surtout budgétiser. Parce que, comme je vous l'ai dit, la Fondation Himalaya Cameroun, jusqu'à ce jour, n'a jamais reçu de subvention. Et on ne se plaint pas encore parce que l'œuvre, l'objet, le but est d'abord altruiste. Donc ce qu'on veut faire, c'est d'abord porter secours avec nos propres moyens. Maintenant, lorsqu'on sera, parce qu'on est déjà limité, mais on peut encore se démerder. Donc lorsqu'on sera, on va vouloir étendre les activités, comme avec le programme Happy Holidays qui aura lieu à partir de juin 2025. C'est une compétition ludique qui consiste à regrouper les orphelins du Cameroun. Ça veut dire l'orphelinat de Ngelmedouga, l'orphelinat de Marois peut arriver à Yaoundé avec leurs orphelins, leur permettre de dormir dans des hôtels, rencontrer et avoir des causeries éducatives avec l'UNICEF. S'ils nous répondent, avec l'ONU Femmes pour les jeunes femmes, avec l'UNESCO pour la scolarisation et tout ce qui va avec. Donc, dans nos prochains jours, nous avons les programmes tels que Happy Holidays. Nous avons déjà l'Assemblée Générale, on a le programme Happy Holidays pour tous les orphelins. On a une réunion avec les jeunes mères célibataires de la région de l'Est, du Nord, dans le Grand Nord. Donc on ira vers chaque département, rencontrer et sensibiliser. On va d'abord faire un recensement des jeunes mères célibataires de chaque département. Le but est de leur donner des petites formations et à la fin de la formation, leur
offrir des petits moyens pour essayer de prendre soin, en charge leurs enfants. D'accord. Ok, merci. Et déjà pour le 8 mars, avant de partir, dites-nous, il y a quoi de prévu? Le 8 mars, je vais comme chaque année, à l'ARMP. On dit bonjour déjà à Alice qui est aussi à l'ARMP, Madame Yumbi déjà que je connais ici également. Voilà, on vous dit merci. Et c'est vrai qu'il y a une association de femmes dynamiques quand même à l'ARMP, il faut le souligner. Oui, très dynamique. C'est vrai que la dame qui qui essayait de manager un peu plus, elle est partie, elle allait en retraite, Madame Noumedi. Oui, voilà. Catherine, mais le reste des femmes, Madame Elise, c'est une femme très dynamique. Elles savent comment De toute façon, le plateau leur est ouvert. Elles pourront venir ici, toutes chacune. Déjà, vous êtes la première qui arrive ici. On vous dit merci. Merci de nous avoir suivis. Et on espère également aussi que vous viendrez ici communiquer à votre assemblée générale et puis toutes vos activités. Nous sommes là pour couvrir tous vos événements. Sachez que nos portes vous sont ouvertes déjà. Merci Odile. Le plaisir, il est plutôt partagé. Et je dirais, c'est moi qui vous dis merci. Pour moi, c'est un honneur d'avoir été invité sur ce plateau. Je dirais, je vous reviendrai pour des publicités, des moments de communication parce que nous en avons besoin, par exemple pour les activités liées à la fondation. D'accord. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être resté avec nous. Surtout ne partez pas, car on va toujours continuer avec l'émission Confidence de femmes avec Léa Grace Nyandona. On se dit à la semaine prochaine. On remercie également toute l'équipe technique. On dit merci à Monsieur Mbarga, Monsieur Kevin, Monsieur Ndongue, et puis toute la chaîne de télé qui s'est pliée en quatre, n'est-ce pas, pour produire cette émission. Merci également à Monsieur Igor Biolé, à son épouse Catherine Bivolé. On se dit à samedi prochain. Et surtout, soyez sages.